Il y a une question qui revient souvent chez moi, une interrogation qu'on évite presque toujours de se poser parce qu'on pense déjà connaître la réponse. Qui es-tu quand personne ne t'observe? Pas la version que tu affiches au boulot, pas celle que tu incarnes auprès de ta famille, pas celle qui sourit pour faire plaisir. Non, quelque chose de plus profond, quand il n'y a plus personne à convaincre, quand tu te retrouves seul, vraiment seul, qui reste là. Une question toute simple, mais rares sont ceux qui osent y répondre franchement. Vous savez, j'aime bien prendre des extraits que je lis et tenter d'aller plus loin, de creuser davantage, car parfois une simple phrase peut nous révéler plus sur nous-mêmes que des années passées à tourner en rond. Et celle dont je vais vous parler ce soir m'a confrontée à quelque chose que je n'avais pas envie d'affronter, parce que la réalité, c'est que la majorité d'entre nous ne sait plus vraiment qui elle est. On a passé tant de temps à s'ajuster, à se conformer, à devenir ce qu'on croyait devoir être, qu'on a perdu le contact avec l'essentiel. Il y a quelque chose en dessous de tout ça. On le perçoit parfois dans les instants de calme, pendant les nuits blanches. Cette sensation vague que quelque chose cloche, qu'on vit en marge de notre propre existence, qu'on traîne un fardeau qu'on n'arrive même pas à identifier. Il y a une citation de Sneak qui m'a stoppé net. Il affirme, « Personne ne peut porter longtemps un masque. Le faux finit toujours par revenir à sa nature. » La première fois que je suis tombée dessus, elle m'a mis mal à l'aise. Pas parce qu'elle était complexe, mais parce qu'elle était trop évidente. Parce qu'au fond, chacun a déjà joué un rôle. Chacun a déjà modifié son visage, son ton, son attitude selon le contexte, au travail, en famille, dans la société, sur les réseaux. Et si c'est vrai, si aucun masque ne tient indéfiniment, alors la vraie question n'est pas qui ment. La vraie question, c'est combien de temps on peut résister avant que tout craque. Et puis j'ai saisi ce que cette phrase désignait réellement. Pas un défaut de personnalité, pas un trouble psychologique, mais une tension discrète que presque tout le monde supporte sans jamais la nommer. Parce que dans le quotidien, on ne ment pas vraiment, on s'adapte, on ajuste, on fait le nécessaire pour que tout se passe bien. On évite les conflits inutiles, on choisit ses mots, on retient certaines réactions, on fait preuve de retenue et tout cela fonctionne. On progresse, on gère, on accomplit ce qu'il faut. Mais ce que personne ne nous explique, c'est que cet effort permanent finit par avoir un coût. Pas sous forme de crise spectaculaire, pas sous forme de souffrance évidente, mais sous forme d'un poids. Un poids qu'on porte sans s'en apercevoir, parce qu'on l'a toujours connu ainsi. On le ressent dans ces fins de journée où tout s'est bien déroulé, mais où l'on rentre malgré tout un peu crispé, comme si on avait passé des heures à retenir quelque chose sans savoir précisément quoi. Et ce poids ne s'arrête pas là. Il se déplace ailleurs, dans ce qu'on attend des autres sans le formuler, dans les déceptions qui s'accumulent, dans cette manie de se reprocher encore des décisions anciennes comme si on devait rester enchaîné à des versions de nous qui ne nous correspondent plus. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de cela, de ce poids qu'on traîne, de ce décalage entre ce qu'on affiche et ce qu'on est réellement. Mais pas uniquement, parce que ce décalage, il imprègne tout. Il modifie la manière dont on perçoit les autres, ce qu'on espère d'eux, pourquoi ils nous déçoivent tant. Et il altère aussi la façon dont on considère notre passé, ces fautes qu'on traîne, ces anciennes versions de nous qu'on n'arrive pas à abandonner. Prenez le temps de vous poser confortablement. Ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo est essentiel. Et si cela fait écho en vous, partagez-le en commentaire, parce que ce type de réflexion avance mieux quand on la partage. As-tu déjà remarqué comment tu te transformes selon les personnes avec qui tu échanges? Je ne parle pas seulement du ton ou du vocabulaire. Je parle de quelque chose de plus intime. Ta posture s'ajuste, ton rythme varie, certains mots s'effacent, d'autres surgissent. Des idées que tu défendrais bec et ongles avec certains, tu les passes sous silence avec d'autres. Des plaisanteries que tu lancerais dans un cadre, tu les retiens dans un autre. On nomme cela s'adapter. On dit que c'est normal, social, indispensable même, et c'est vrai en partie.
On ne s'adresse pas à son médecin comme à son meilleur ami. On ne se conduit pas au travail comme à la maison. Il y a des codes, des situations, des attentes, mais il existe une frontière entre ajuster sa communication et ne plus savoir qui s'exprime. Et c'est là que ça devient captivant, parce que si tu observes attentivement, tu verras que certaines de ces adaptations ne sont pas conscientes. Ce sont des automatismes, des réflexes forgés au fil des années. Tu ne choisis pas de changer, tu changes sans t'en apercevoir. Avec certaines personnes, tu te fais plus petit. Tu occupes moins d'espace, tu pèses chaque mot, tu anticipes leur réaction avant même d'ouvrir la bouche. Tu calcules. Avec d'autres, tu t'amplifies, tu en fais plus, tu deviens une version plus imposante, plus confiante, plus captivante que celle que tu ressens intérieurement. Et le plus troublant, c'est que ces deux mouvements partent du même endroit, de cette croyance profonde, souvent inconsciente, que ce que tu es vraiment ne suffit pas, qu'il faut ajouter ou enlever quelque chose pour être acceptable. Cela a débuté tôt, bien avant qu'on puisse le comprendre ou le nommer. Un enfant n'arrive pas masqué. Il est entier. Il pleure quand il souffre. Il rit quand il est joyeux. Il exprime ce qu'il pense avec une franchise brutale. Il n'a pas encore appris à filtrer, pas encore appris à se protéger. Et puis les leçons arrivent. Une émotion manifestée qui gêne un adulte. Une vérité exprimée qui provoque un malaise, un élan de joie qui tombe dans le vide. Un besoin formulé qui reste sans réponse, et l'enfant comprend, pas avec des mots, mais avec son corps. Il saisit que certaines parties de lui ne sont pas les bienvenues. Que pour être aimé, pour être accepté, pour avoir sa place, il faut sélectionner. Alors il commence. Il apprend quelles émotions montrer et lesquelles dissimuler, quelles pensées partager et lesquelles garder, quelle version de lui est validée et laquelle doit rester dans l'ombre. Et ces leçons, elles ne s'effacent pas. Elles s'ancrent quelque part. Elles deviennent des réflexes, et 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on continue de sélectionner, on continue de cacher, on continue de présenter une version retouchée de soi-même sans même se rappeler pourquoi on a commencé. Épictète avait cette remarque pertinente. Il disait que les gens s'attachent à des choses qui ne dépendent pas d'eux et souffrent ensuite quand ces choses leur échappent. Et je pense que le masque fonctionne de la même manière. On s'attache à une image de soi. On bâtit une identité fondée sur ce qu'on montre. Et on souffre quand cette image est mise en péril, quand quelqu'un perçoit au-delà, quand le masque glisse. Parce que c'est cela la véritable crainte. Pas d'être rejeté, mais d'être vu. Vu dans ce qu'on dissimule, vu dans ce qu'on considère comme nos défauts, nos failles, nos zones sombres. On préfère être aimé pour une illusion que risquer d'être rejeté pour une vérité. Mais voilà ce qu'on ne perçoit pas. Cette approche, elle ne fonctionne pas vraiment. Quand quelqu'un t'apprécie pour le masque, est-ce vraiment toi qui l'apprécies? Quand quelqu'un te complimente sur cette version lissée, est-ce que le compliment te touche profondément? Quand quelqu'un déclare t'aimer mais ne connaît que la surface, est-ce que tu te sens moins seul? La réponse, tu la connais. C'est non. Le masque isole. Il instaure cette distance étrange où l'on est entouré de monde, mais où personne ne nous connaît véritablement, où l'on reçoit de l'attention, mais elle n'atteint jamais ce qui a vraiment besoin d'être atteint, où l'on est présent mais absent simultanément. Il y a quelques années, j'ai eu un échange avec une personne que je connaissais depuis longtemps. On discutait de tout et de rien et à un moment, sans réfléchir, j'ai exprimé quelque chose de sincère. Rien de dramatique, juste une honnêteté sur ce que je ressentais. Quelque chose que j'aurais habituellement tu. Et il y a eu un silence, un instant où j'ai paniqué intérieurement. Je me suis demandé pourquoi j'avais dit ça. Qu'est-ce qu'elle allait penser? J'étais sur le point de revenir en arrière, de transformer ça en plaisanterie, de diluer mes paroles. Mais je ne l'ai pas fait, et ce qui a suivi m'a profondément marqué. La personne en face s'est transformée. Son visage s'est détendu, elle s'est rapprochée, pas physiquement mais autrement.
Et elle a commencé à s'exprimer différemment, plus posément, plus authentiquement, comme si ce que j'avais révélé lui avait accordé la permission de révéler quelque chose aussi. Ce soir-là, on a réellement conversé pour la première fois depuis des années peut-être. Et j'ai compris une chose. Le masque, on pense qu'il nous protège des autres, mais en réalité il nous éloigne d'eux. Et le retirer, même légèrement, même juste un peu, cela crée une connexion qu'on ne peut obtenir autrement. Je ne te conseille pas de tout dévoiler à tout le monde. Ce serait imprudent. Il y a des personnes qui ne méritent pas ta vulnérabilité. Il y a des situations où la prudence est sage. Tout le monde n'est pas prêt à accueillir ce que tu as à offrir, et ce n'est pas grave. Mais je te pose cette question. Existe-t-il au moins une personne dans ta vie devant qui tu peux être sans retenue? Un espace, même réduit, où tu n'as rien à soutenir? Si la réponse est non, alors il te manque quelque chose de fondamental. Et peut-être que c'est le moment de le rechercher, parce que le masque, à la longue, il pèse, et plus on le porte longtemps, plus on oublie ce qu'il y a dessous. Plus on confond ce qu'on affiche avec ce qu'on est, jusqu'au jour où on se regarde dans la glace et où on ne reconnaît plus vraiment la personne qui nous fait face. Deuxième partie, les autres. Il y a un exercice que je pratique parfois quand quelqu'un me déçoit, quand je sens monter cette colère ou cette frustration, je m'arrête et je me pose une question simple. Que attendais-je précisément? La plupart du temps, la réponse me surprend, parce que je réalise que j'espérais quelque chose de spécifique, quelque chose que je n'avais jamais exprimé, quelque chose que l'autre personne ignorait même qu'elle était censée fournir. On fait cela constamment, on élabore des scénarios dans notre tête, sans s'en rendre compte, on décide comment les autres devraient agir, comment ils devraient répondre, ce qu'ils devraient saisir, deviner, offrir spontanément. Et quand ils font autrement, quand ils suivent leur propre route au lieu de celle qu'on leur avait imaginée, on souffre. Mais qui a rédigé ce scénario? Qui a décidé que ça devait se passer ainsi? Pas eux. Nous, on a créé une attente dans notre esprit. On l'a gardée secrète et on reproche aux autres de ne pas l'avoir devinée. C'est absurde quand on y réfléchit, mais on le fait sans cesse. Tu connais cette impression? Un ami qui ne prend pas de nouvelles, tu te dis que s'il tenait vraiment à toi, il appellerait. Un collègue qui ne te soutient pas en réunion. Tu te dis qu'il aurait dû percevoir que tu avais besoin d'appui, un proche qui ne répond pas comme tu l'espérais à une annonce importante. Tu te dis qu'il ne comprend rien. Qu'il s'en moque. Qu'il n'est pas là pour toi. Et tu accumules, tu entreposes ces déceptions, ces manques. Ces preuves que les autres ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Mais observe de plus près, ton ami qui ne contacte pas, sait-il que c'est important pour toi? Lui as-tu dit? Ton collègue qui ne te défend pas, a-t-il vu ce que tu as vu? Sait-il ce que tu ressens? Ton proche qui réagit mal, comprend-il ce que cette nouvelle représente pour toi? La plupart du temps, les gens ne perçoivent pas, pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils sont absorbés par leur propre existence, leurs propres soucis, leurs propres luttes intérieures. Ils ne sont pas malveillants, ils sont distraits, pris, perdus dans leur propre récit. Musonius Rufus disait que si quelqu'un te marche sur le pied dans une foule, tu ne t'énerves pas. Tu comprends que c'était involontaire, que la personne ne t'a pas vu, que ce n'était pas dirigé contre toi. Alors pourquoi, quand quelqu'un te blesse autrement, assumes-tu immédiatement que c'était intentionnel, qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il a choisi de te faire mal? La vérité, c'est que la plupart des blessures sont involontaires, des maladresses, des angles morts, des instants où l'autre était trop englué dans son propre tumulte pour voir le tien. Cela ne signifie pas que ça ne fait pas mal. Ça fait mal, mais cela modifie la perspective. Au lieu de voir une attaque, tu peux voir une maladresse. Au lieu de voir un adversaire, tu peux voir quelqu'un qui ignorait. Et puis il y a autre chose, cette habitude qu'on a de vouloir que les gens restent constants, qu'ils incarnent toujours la même version d'eux-mêmes. Fiable, prévisible, stable.
Mais les gens ne sont pas constants. Ils évoluent d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Parfois ils ont des jours lumineux et des jours sombres, des moments de générosité et des moments d'égoïsme, des périodes de présence et des périodes d'absence. Et quand on s'attache à une version d'eux, quand on décide que c'est cela qu'ils sont et qu'ils doivent le rester, on se condamne à la déception, parce qu'ils vont changer, c'est inévitable. Et la version qu'on appréciait va céder la place à une autre. Et cette autre, on ne l'avait pas anticipée dans notre scénario. Épictète enseignait quelque chose de radical à ses disciples. Il disait, quand tu embrasses une personne que tu aimes, souviens-toi que tu embrasses un mortel, quelqu'un qui peut changer, quelqu'un qui peut partir, quelqu'un qui ne sera pas toujours ce qu'il est maintenant. Cela semble froid, presque dur. Mais ce qu'il veut dire, ce n'est pas de ne pas aimer, c'est d'aimer sans s'accrocher, d'apprécier ce qui est présent sans exiger qu'il demeure, de recevoir ce que les gens offrent sans leur reprocher ce qu'ils ne donnent pas. Et quand on parvient à cela, quelque chose se libère. On cesse de tenir des comptes. On cesse d'entasser les déceptions. On cesse d'attendre que les autres nous complètent, nous sauvent, nous fournissent ce qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Parce que c'est cela, au fond, le problème. Souvent, ce qu'on espère des autres, c'est quelque chose qu'on devrait s'offrir à soi-même, de la validation, de la reconnaissance, de l'amour, du soutien. On leur transfère la responsabilité de combler nos vides. Et quand ils n'y parviennent pas, parce qu'ils ne le peuvent pas, parce que ce n'est pas leur rôle, on leur en veut. Imagine une relation où tu n'arrives pas avec la main tendue, mais avec le cœur apaisé, pas en attente, pas en espoir, pas en demandant silencieusement à l'autre de remplir un vide. Tu arrives déjà complet, pas parfait mais entier. Alors, ce que l'autre apporte devient un cadeau, pas une obligation. Sa présence est une joie, pas un soutien vital. Son absence n'est plus une chute, juste un instant. Il n'y a plus rien à retenir, rien à forcer, rien à démontrer. Deux personnes debout, côte à côte, sans se porter, sans se retenir. Ce n'est pas de la distance. Ce n'est pas un cœur fermé. C'est un lien qui respire, un lien qui laisse vivre. Et cela, ce n'est pas de l'indifférence, c'est la liberté, la tienne et la sienne. Maintenant, parlons de la colère. Cette émotion qui peut consumer des années entières si on la laisse s'installer. Il y a des personnes contre qui tu nourris une colère ancienne. Des rancunes que tu entretiens, des noms qui, prononcés, provoquent encore une réaction en toi, un serment, une tension, cette impression que quelque chose reste irrésolu. Et tu te dis peut-être que cette colère est légitime, que ce qu'ils ont fait méritait ta rage, que tu as le droit d'être en colère, et peut-être que tu as raison. Peut-être que ce qu'ils ont fait était réellement grave, réellement injuste, réellement blessant. Mais voilà la question. Cette colère, à quoi te sert-elle? A-t-elle modifié ce qui s'est passé? Non, c'est fait. C'est du passé. A-t-elle changé l'autre personne? Probablement pas. Elle continue sa vie, peut-être sans même penser à toi. T'a-t-elle apporté quelque chose de positif? De la paix, du calme, de la clarté? Ou t'a-t-elle simplement rongé? De l'intérieur. Lentement, année après année. Sneak comparait la colère à un acide. Il disait qu'elle détruit davantage le récipient qui la contient que ce sur quoi on la verse. Et c'est exactement cela. Tu peux rester en colère contre quelqu'un pendant des années, garder cette rancune comme un trésor sombre, mais à la fin, c'est toi qui es épuisé, c'est toi qui es corrodé. L'autre n'en sait rien. Lâcher la colère, ce n'est pas prétendre que ce que tu as vécu n'était pas grave, ni que tu exagères, ni que tu devrais tourner la page rapidement. Ce n'est pas excuser quiconque, ni effacer ce qui s'est produit. C'est simplement admettre que porter cette colère en toi, jour après jour, demande une énergie colossale, souvent sans que tu t'en rendes compte. Je sais que certaines colères sont lourdes, anciennes, parfois si intégrées à toi qu'elles font partie de ton histoire.
Au point que tu te demandes qui tu serais sans elle, comme si les lâcher revenait à minimiser la blessure ou à te trahir toi-même. Mais tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à prouver. Il ne s'agit pas de tout poser d'un seul coup. Il s'agit juste de vérifier si, là maintenant, tu peux déposer ce poids quelques instants, ne serait-ce que pour ressentir ce que ça fait de respirer sans lui, même légèrement. Et si pendant ce bref moment quelque chose en toi se relâche, si la poitrine s'ouvre un peu, alors tu comprendras que lâcher la colère n'est pas une faiblesse mais un acte de bienveillance envers toi, un geste intime que tu t'offres, pas pour les autres. Troisième partie, le passé. Il y a quelqu'un envers qui tu es probablement très sévère, quelqu'un que tu juges sans indulgence, quelqu'un à qui tu ne pardonnes rien. Cette personne, c'est toi, mais pas toi d'aujourd'hui. Toi d'avant. On porte tous des versions passées de nous-mêmes qu'on préférerait effacer. Des instants où on n'a pas été à la hauteur, des décisions qu'on regrette, des paroles qu'on voudrait retirer, des actes qui nous font grimacer quand on y repense. Et ces souvenirs, ils ont leur vie propre. Ils surgissent sans avertissement au milieu d'une journée banale, avant de s'endormir, sous la douche, dans les moments de quiétude. Et avec eux arrive cette vague, honte, culpabilité, dégoût de soi, cette envie de remonter le temps pour agir autrement, pour être autrement. Mais le temps ne recule pas. Ce qui est fait reste fait. Et tout ce qu'on peut faire, c'est revisiter ce passé encore et encore, le revivre, s'y engluer. Parfois, il y a quelque chose de cruel dans la mémoire. Elle ne conserve pas tout, elle trie, et souvent elle trie le pire. Les moments de grâce s'estompent, mais les erreurs restent gravées. Les réussites deviennent floues mais les échecs restent vifs. Comme si on avait un archiviste intérieur qui ne s'intéresse qu'aux preuves de notre insuffisance. Et avec ces souvenirs vient une voix qui commente, qui juge, qui condamne. Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais dû savoir, tu aurais dû agir mieux. Tu ne mérites pas de tourner la page. Cette voix, elle se fait passer pour de la sagesse, pour de la lucidité. Elle prétend être là pour te rappeler tes erreurs, afin que tu ne les reproduises pas. Mais observe ce qu'elle accomplit vraiment. T'aide-t-elle à avancer? Ou te maintient-elle bloqué? Te rend-elle meilleur? Ou te paralyse-t-elle? Marc Aurèle notait pour lui-même, ne laisse pas le futur te troubler. Tu l'affronteras, s'il le faut, avec les mêmes armes de raison qui te servent aujourd'hui contre le présent. Et je crois que c'est identique pour le passé. Ne le laisse pas te troubler. Tu l'as traversé, tu en es ressorti. Et la personne qui a commis ces erreurs, elle n'existe plus vraiment. Elle a été transformée par ce qui a suivi, par les leçons, par la vie, par le temps. Pense à quelque chose que tu as fait il y a 10 ans et que tu regrettes. Et maintenant, pose-toi cette question. La personne que tu es aujourd'hui, ferait-elle la même chose? Probablement pas, parce que tu as changé, tu as appris, tu as grandi. Mais alors, pourquoi continuer à punir quelqu'un qui n'existe plus? Pourquoi rester en colère contre un fantôme? Il y a une différence essentielle entre tirer une leçon des erreurs et se flageller avec elles. Tirer une leçon, c'est examiner ce qui s'est passé, comprendre pourquoi et utiliser cette compréhension pour agir différemment. C'est sain, c'est nécessaire. Se flageller, c'est revisiter le même souvenir sans cesse sans rien en tirer. C'est de l'autopunition masquée en réflexion. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais probablement laquelle des deux tu pratiques le plus souvent. Il y a aussi cette croyance qu'on entretient parfois. Cette idée que si on cesse de se punir, cela signifie qu'on s'excuse, qu'on se donne un passe-droit, que si on se pardonne, on déclare que ce qu'on a fait était acceptable. Mais ce n'est pas cela, le pardon envers soi-même. Ce n'est pas dire que c'était bien. C'est dire que c'est fait, que cela fait partie de l'histoire désormais, que tu ne peux pas le modifier, mais que tu peux choisir ce qui suit. Le passé est un endroit qu'on peut visiter, mais pas habiter.
Et certains d'entre nous y passent tant de temps qu'ils oublient de vivre le présent. Ils sont physiquement ici mais mentalement ailleurs. Perdus dans des échanges qui datent d'il y a des années, dans des choix qu'ils n'ont pas faits, dans des versions d'eux-mêmes qui n'existent plus. Musonius Rufus enseignait que le seul moment où l'on peut agir, c'est maintenant. Le passé est hors de portée. Le futur n'est pas encore là. Seul le présent est réel. Et chaque seconde passée à ruminer le passé est une seconde volée au présent. Je voudrais te suggérer quelque chose, pas un exercice compliqué, juste une autre façon de voir. La prochaine fois qu'un de ces souvenirs douloureux ressurgit, au lieu de plonger dedans, au lieu de revivre la scène pour la 100e fois, arrête-toi et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dirais à un ami qui aurait commis la même erreur? Ce que tu te dis à toi-même, le dirais-tu à quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un pour qui tu veux le bien? Lui dirais-tu qu'il est impardonnable, qu'il mérite de souffrir jusqu'à la fin de ses jours? Qu'il devrait avoir honte à chaque évocation? Ou lui dirais-tu que c'était une erreur, oui, mais que les erreurs font partie de la vie, qu'il a le droit d'apprendre et de continuer? Qu'il mérite de se traiter avec un peu de douceur? Pourquoi mérites-tu moins de compassion que cet ami imaginaire? Dernière partie, revenir à soi. On a abordé beaucoup de sujets, le masque, les autres, le passé. 3 poids qu'on porte sans s'en apercevoir. Mais maintenant, la question est, qu'est-ce que tu fais de tout cela? Parce que comprendre ne suffit pas. On peut comprendre parfaitement et continuer à agir exactement à l'inverse. On peut voir le piège et y marcher quand même. L'intelligence ne protège de rien. Alors, je voudrais t'offrir quelque chose de concret, pas des principes, des gestes, des actions que tu peux tenter. Pas dans un mois, cette semaine. Pour le masque, la prochaine fois que tu sens que tu vas dire oui alors que tu penses non, attends 3 secondes. Juste 3. Ne réponds pas immédiatement. 3 secondes, ça semble rien. Mais dans ces 3 secondes, quelque chose se produit. Le réflexe se suspend et une question émerge. Est-ce vraiment ce que je veux? Tu ne diras pas non à chaque fois. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir le choix, de sentir qu'il y a un espace entre la demande et ta réponse. Cet espace, c'est toi. Et puis choisis une personne, une seule, quelqu'un devant qui tu décides de ne plus jouer. Pas tout le monde, c'est impossible. Juste une personne, un lieu où tu peux dire « je ne sais pas » quand tu ne sais pas. Où tu peux dire « ça ne va pas » quand ça ne va pas, sans explication, sans justification. Tu verras ce que ça fait d'avoir un seul espace où tu n'as rien à maintenir. Pour les autres, la prochaine fois que quelqu'un te déçoit, avant de bâtir l'histoire dans ta tête, arrête-toi et pose-toi cette question, lui ai-je dit ce dont j'avais besoin? Pas suggérer, pas espérer qu'il comprenne. Dis avec des mots clairs. Si la réponse est non, alors tu sais quoi faire. Soit tu le lui dis, soit tu acceptes qu'il ne pouvait pas deviner. Mais tu ne peux pas lui reprocher quelque chose qu'il ignorait. Et pour la colère, cette émotion qui peut occuper ta tête pendant des jours quand elle surgit, quand tu sens qu'elle s'installe, pose-toi cette question, dans un an, est-ce que je m'en souviendrai? Pas dans une semaine, dans un an. Est-ce que cette remarque, ce message, ce regard aura encore de l'importance? Est-ce que j'y penserai encore? Si la réponse est non, tu as ta réponse. Pour le passé, ces souvenirs qui reviennent, ces flashs qui te crispent, ils ne sont pas là pour te torturer. Ils sont là parce qu'ils n'ont jamais été vraiment regardés. La prochaine fois qu'un de ces souvenirs apparaît, au lieu de grimacer, au lieu de changer de sujet, fais quelque chose de différent, regarde-le vraiment une fois. Pas pour le revivre en boucle, mais pour l'accueillir, pour dire « oui, c'est arrivé ». Oui, j'aurais pu faire autrement. Oui, je comprends pourquoi ça fait encore mal. Les souvenirs qu'on fuit reviennent plus forts. Ceux qu'on affronte finissent par s'apaiser. Ils ne s'effacent pas,
mais ils perdent leur intensité. Ils deviennent supportables. Et souviens-toi de cela, tu ne peux pas changer ce que tu as fait, mais tu peux changer ce que tu en fais. Cette erreur peut rester une condamnation ou devenir le point de départ d'autre chose. C'est toi qui décides. Il y a une chose que je voudrais que tu retiennes. Tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, le masque, les attentes, les regrets, ce ne sont pas des défauts. Ce ne sont pas des preuves que quelque chose cloche chez toi. Ce sont des réponses, des mécanismes que tu as construits pour survivre à des situations qui n'existent peut-être plus. Le masque, tu l'as adopté pour te protéger. À un moment, il était nécessaire. Les attentes envers les autres venaient d'un besoin réel. Le passé qui colle, c'est ta manière de signifier que quelque chose comptait. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des parties de toi qui ont tenté de t'aider. Elles ont simplement continué alors que le contexte avait évolué. Et maintenant, tu peux leur dire « Merci, merci de m'avoir protégé, mais je n'ai plus besoin de cela de la même façon. Je peux essayer autre chose. » Ce n'est pas une guerre contre toi-même, c'est une conversation. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de devenir invincible, de construire en soi quelque chose que rien ne peut atteindre. On découvre, on retire ce qui s'est accumulé. Et ce qui émerge, ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose d'ancien, quelque chose qui était là avant les masques, avant les attentes, avant les erreurs qu'on traîne. C'est difficile à décrire, mais tu l'as déjà ressenti dans ces moments rares où tu n'essayais plus, où tu n'avais rien à prouver, rien à maintenir, rien à fuir. Ces moments où tu étais simplement là, présent, sans commentaire intérieur. Ce n'était pas un hasard, c'était toi, le vrai, sans les couches. Et ce toi-là reste accessible. Pas au bout d'un long parcours, pas après des années de travail sur soi, maintenant, dans le prochain souffle, si tu choisis de poser ce que tu portes. Je ne vais pas te dire que c'est facile, ce serait faux. Tu vas oublier. Tu vas retomber dans les anciens réflexes. Il y aura des semaines entières où tu auras l'impression de n'avoir rien compris, rien appris, rien changé. C'est normal, c'est le processus. On n'avance pas en ligne droite, on avance en spirale. On repasse par les mêmes lieux, mais jamais exactement au même niveau. La question n'est pas « vais-je rechuter ?» Tu vas rechuter, c'est certain. La question est « vais-je revenir ?» Après m'être égaré, vais-je me rappeler? Vais-je recommencer une fois de plus? Si la réponse est oui, alors tu es sur le chemin. Même si tu ne le ressens pas, même si tu as l'impression de stagner. Tu progresses. Je voudrais te laisser avec cela. Demain matin, au réveil, il y aura un instant très bref avant que la journée démarre vraiment, avant les pensées, les projets, les soucis. Un instant de silence. Dans cet instant, tu n'es personne encore. Tu ne portes rien. Le masque n'est pas installé. Les attentes ne sont pas activées. Le passé n'a pas encore surgi. C'est là. C'est cet instant. Essaie de le remarquer demain. Juste le remarquer. Ne rien en faire. Juste voir qu'il existe. C'est le point de départ de tout ce dont on a parlé. Si tu es encore là, c'est que quelque chose t'a interpellé. Pas forcément ce que j'imaginais. Peut-être une phrase, peut-être un silence entre deux phrases, peut-être simplement le fait de prendre ce temps, de t'arrêter, d'écouter quelqu'un parler de ces sujets qu'on garde habituellement pour soi. Je voudrais te dire quelque chose avant de conclure. J'ai lu vos messages, vos vœux, ces mots que vous avez pris le temps d'écrire, et cela m'a touché plus que je ne saurais l'exprimer. Il y avait des personnes qui partageaient ce qu'elles traversaient, des personnes qui racontaient leur année, des personnes qui écrivaient des choses qu'on n'écrit pas souvent, même à des proches. Cela m'a réchauffé le cœur. Vraiment merci. Il y a quelque chose dont je parle rarement. Quand je prépare ces vidéos, quand je cherche les mots,
il y a des moments où je me demande si quelqu'un va vraiment entendre. Pas écouter, entendre, recevoir quelque chose, sentir que ce n'est pas juste du bruit supplémentaire dans un monde déjà saturé. Et puis je lis vos commentaires et je réalise qu'on est nombreux, bien plus nombreux qu'on ne le pense, à chercher la même chose, à se poser les mêmes questions, à porter les mêmes poids sans en parler à personne. On se croit seul avec cela. On se dit que les autres ont compris quelque chose qu'on n'a pas saisi, que les autres vont bien, que les autres ne se réveillent pas la nuit avec ces pensées. Mais c'est faux. On est partout, dans toutes les villes, dans tous les métiers, à tous les âges. Des gens qui se demandent s'ils sont vraiment eux-mêmes. Des gens qui portent des masques en se demandant si quelqu'un voit au travers. Des gens qui sourient en réunion et qui s'effondrent en rentrant chez eux. Des gens qui ont l'air d'avoir tout compris et qui doutent de tout quand les lumières s'éteignent. On ne se reconnaît pas. On se croise dans la rue, dans le métro, au travail et on ignore. On porte nos poids en silence en pensant être les seuls, mais on n'est pas seul. Et peut-être que c'est cela le plus important. Pas les conseils, pas les principes, pas les méthodes. Juste cela, savoir qu'on n'est pas seul. Je ne sais pas ce qui restera de cette vidéo dans une semaine, dans un mois. Peut-être rien, peut-être une image, peut-être une question qui ressurgira au bon moment, un soir, quand tu en auras besoin sans le savoir. Mais si une seule chose pouvait demeurer, j'aimerais que ce soit celle-ci. Tu n'as rien à devenir. Tu n'as rien à réparer. Tu n'as rien à accomplir pour avoir le droit d'être en paix. Tout ce que tu cherches est déjà là. Recouvert peut-être, oublié peut-être, mais là. Et tu peux y revenir à n'importe quel moment, autant de fois qu'il le faut, sans limite, sans condition. Même si tu as l'impression d'avoir tout raté, même si tu penses que c'est trop tard, même si une voix te dit que tu ne mérites pas cette paix, tu peux y revenir. C'est la seule chose qui ne peut pas t'être retirée. Et puis il y a autre chose. Quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de sortir de cette vidéo transformée, illuminée, différent. Parfois, il suffit d'avoir entendu quelque chose, juste entendu. Et cela fait son chemin lentement, en silence, sans qu'on s'en rende compte. Et un jour, des semaines plus tard, des mois plus tard, quelque chose se débloque, une évidence surgit, une décision devient claire et tu ne sais même plus d'où cela vient. C'est ainsi que ça fonctionne. Pas dans les grands éclairs de compréhension, mais dans les petits glissements silencieux, dans les choses qu'on entend à peine et qui s'installent quelque part en nous. Alors, ne te mets pas la pression. Ne te demande pas ce que tu dois faire de tout cela. Laisse reposer, laisse infuser, le reste viendra. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci de faire partie de ce qu'on construit ensemble, vidéo après vidéo. Merci d'être là. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un like m'aide à poursuivre. Cela me montre que ces heures passées à chercher les mots justes ne sont pas perdues dans le vide. Et si tu veux me dire ce qui t'a touché ou simplement que tu étais là, que tu as écouté jusqu'au bout, les commentaires sont ouverts. Je lis tout, vraiment tout. On se retrouve très vite. Prends soin de toi.